Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Aucun enregistrement de dépôt des dossiers de candidature pour le compte des législatives de 2023 n'a été fait ce dimanche 30 octobre par la Commission électorale nationale autonome. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction descendue hier au siège de l'institution. Plus de détails dans cette édition. Les clarifications sur le discours d'orientation politique du consultant Agapit Napoléon Maforican et les difficultés d'obtention de quelques documents évoqués par les partis politiques étaient au cœur du décryptage de ce 30 octobre 2022. Le mois du consommant local Tour 2 a été clôturé ce samedi 30 octobre à travers un dîner de gala ayant connu la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de l'Industrie et du Commerce. Les détails sont à retrouver. Merci de nous recevoir. Le dépôt des dossiers de candidature à la Sénat démarré depuis le 28 octobre dernier se poursuit. Mais jusqu'à ce dimanche 30 octobre 2022, aucun parti politique institution. Un calme total s'observe dans les différentes salles aménagées par la Sénat pour la circonstance. C'est le constat fait par Jeannot Dopéon et Estelle Vichuedo. Nous sommes ici à la Commission électorale nationale autonome. La cour est déserte et aucun parti n'a encore franchi le seuil de la salle d'accueil. Jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucun parti. Mais ça ne nous étonne pas, c'est l'habitude des partis politiques. Ils attendent toujours le dernier moment pour venir. Et comme ils sont encore dans le délai, de toutes les façons, les équipes de la Sénat sont en place, disponibles pour recevoir dans le délai. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter le processus de dépôt des dossiers des potentiels candidats. La Sénat a mis en place 3 équipes, équipe A, B et C. Le dépôt des dossiers de candidature, la première phase dure 6 jours. Les 5 premiers jours, les équipes travaillent de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30. Mais le dernier jour, c'est de 8h, certainement au-delà de minuit, jusqu'à recevoir le dernier parti. La période de dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives de 2023 se poursuit jusqu'au mercredi 2 novembre 2022. On reste toujours dans le volet des élections législatives, mais cette fois-ci pour parler des différents sujets abordés sur les plateaux de votre émission Dimanche c'est politique de ce 30 octobre 2022. Suivez le compte rendu. La Commission électorale nationale autonome est fin prête en ce qui concerne le niveau de préparation des législatives de janvier 2023. C'est le message adressé aux populations béninoises par le directeur général des élections dans l'entretien de ce dimanche 30 octobre 2022. Abou Boukari Souley Adam a profité pour exposer le dispositif dont dispose la Sénat pour parer à toute éventualité de fraude. Les partis politiques et toutes les structures intéressées aux élections savent que la Sénat, lorsqu'un scrutin est ouvert, à plusieurs types de personnes qui peuvent intervenir pour régler une situation. D'abord, de chaque arrondissement, il y a un coordinateur d'arrondissement qui accompagne par au moins 3 assistants coordinateurs d'arrondissement, qui sont des niveaux où ils peuvent intervenir pour dire ça, ne le faites pas, ou bien ça, faites-le. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est par rapport à des questions matérielles. Dans chaque commune, il y a ce qu'on appelle un point focal communal, qui a en stock dans sa voiture tout le matériel qui peut manquer dans un poste de vote et qui peut supplier à tout moment si on l'interpelle. Et tous ces numéros sont portés à la connaissance de tous les acteurs de la chaîne. Troisièmement, nous avons également un directeur de la Sénat ou un membre du conseil électoral, comme c'est le cas maintenant, qui est dans un département pour faire la supervision et dont le numéro est connu par tout le monde. On peut l'appeler pour dire attention, quelque chose se passe à ce niveau-là. Et quatrièmement, les partis ont l'obligation de se surveiller, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, c'est eux qui vont à une compétition. Oui. Voilà. C'est eux qui vont à une compétition et
S'il y a une fraude qui relève du droit commun, mais ils peuvent aller porter plainte directement. Dans l'hebdo des éditos, les différents débatteurs se désolent du calme habituel observé dans le rang des partis politiques en ce qui concerne le dépôt des dossiers de candidature à la Sénat. Ça ne surprend pas, on va juste espérer parce qu'il y a un délai, la loi a bien cadré les choses, donc il ne sert à rien de traîner, de prendre tout son temps, parce qu'il y a un délai pour donc, étudier les dossiers, il y a un délai pour délivrer les récépissés provisoires et puis définitifs. On se rappelle ici, au temps de UBF, c'était le plus grand regroupement de partis qui devait aller aux élections. On se rappelle bien à 0 heure, au moment où on fermait, c'était bien le président Tiando. Son équipe était venue fermer le portail de la Sénat, que le ministre Akindels est descendu de son véhicule, a été obligé de balancer le lot de dossiers par le portail. Donc vous voyez, donc les partis les plus importants dans le système, c'est eux qui ont souvent des problèmes et qui se pointent à la dernière minute parce que c'est là où ça se discute beaucoup. Lorsque on va à une élection, comme l'élection à l'Assemblée des députés à l'Assemblée nationale, on doit pouvoir s'annoncer au plus vite parce que le défi est grand aujourd'hui. Et comme le défi est grand, il faut donner suffisamment du temps à la Sénat pour pouvoir étudier les dossiers, évoquer les raisons valables et légales qui participent du rejet ou de l'acceptation de certains dossiers. La fiabilité de la liste électorale informatisée provisoire a été reconnue au terme de l'audit qui a vu partis politiques responsables de l'ANIP et organisations de la société civile y prendre part. Habib Ahandessi, en l'absence de son contradicteur du duel, Jules Léandre Kitty, empêché pour raison électorale, apprécie cet état de choses. Et si aujourd'hui l'audit est réalisé et que ces partis politiques qui ont soulevé un certain nombre d'inquiétudes sont soulagés, eh bien c'est le peuple béninois qui gagne. Nous aurons plus ou moins une liste fiable pour les élections. Vivement que d'autres choses ne soient pas faites derrière tout ça. Il faut rappeler que pour le compte de ces législatives de janvier 2023, la phase de réception des dossiers des futurs élus parlementaires a démarré à la Commission électorale nationale autonome depuis le vendredi 28 octobre 2022. Nous vous invitons à suivre en résumé le rendez-vous du dimanche soir avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Après avoir un peu plus éclairé sur son discours d'orientation politique, il a analysé l'actualité sur les difficultés d'obtention de quelques documents évoqués par les partis politiques. Le compte rendu avec Jeannot Dopéan. Depuis le vendredi 28 octobre 2022, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican est apparu dans plusieurs médias du pays. C'est à travers un discours politique qu'il a livré devant micros et caméras à Cotonou. Loin d'être une adhésion à un parti politique, c'est une initiative au service des citoyens. Ici, la réflexion elle est plus menée. Elle n'est pas orientée vers la conquête et la gestion du pouvoir. C'est une réflexion citoyenne. Une pédagogie pour faire comprendre les actions des pouvoirs publics, les initiatives, les projections, pour peut-être offrir au pouvoir public également l'alternative, un discours alternatif des groupes politiques qui ne partagent pas toujours ces points de vue, essayer d'expliquer, et puis recueillir également des avis. Voilà un peu, c'est un débat citoyen, mais sur fond d'engagement politique. En tout cas, il y a déjà une certaine coalition autour de cette initiative. Nous espérons que nous allons poursuivre le chemin et peut-être faire partager l'idée à beaucoup de personnes qui ne voudraient peut-être pas être militants politiques, mais qui sont engagés notamment derrière les actions du président Patrice Talon. Cette participation à la prospérité du Bénin, comment le promoteur de Afrique Perspective 100 le perçoit? Agapit Napoléon Maforican. Ça, c'était un discours d'orientation, c'est pour expliquer un peu le mécanisme, enfin le concept. Maintenant, on va le décliner progressivement. Donc, ce ne serait pas conférence, par étude, par publication, par consultation, disons, des focus group. Ce serait peut-être l'étude de l'état d'esprit d'un groupe par rapport à une décision publique et le remonter au pouvoir public, ça dépend. Donc, ça a plusieurs formes, il n'y a pas de... C'est ouvert, c'est ouvert. Pour le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, c'est une autre manière de servir politiquement son pays sans être rattaché à un parti.
Parlant de parti, le quitus fiscal, une pièce importante pour le dépôt des candidatures des formations politiques, préoccupe. La Direction générale des impôts étant l'organe de tutelle de cette question fiscale, le consultant politique suggère qu'elle fasse un éclaircissement à cet effet. Moi, je ne veux pas faire le procès, ni je ne veux pas défendre non plus. J'estime qu'il faudrait peut-être que les acteurs se parlent. Ce qui n'est pas à l'actif de la Direction des impôts, c'est qu'elle se taise. Donc, je pense que ce n'est pas normal. Ils ont quand même des responsables qui s'occupent de leur communication. Il faudrait qu'ils expliquent le mécanisme et pourquoi certains dossiers sont coincés. Il faudrait qu'ils l'expliquent. S'ils ne l'expliquent pas, ce n'est pas bien. Je pense que ça va être à leur passif. Ce n'est pas bien. En dehors des quitus fiscaux, le président de Moël Bénin, Jacques Ayadi, évoque des difficultés d'obtention du certificat de résidence, une autre pièce majeure dans la constitution des dossiers de candidature pour les législatives de 2023. Le consultant politique propose. Il n'a qu'à interpeller les chefs d'arrondissement directement. Moi, je vais vers un chef d'arrondissement, il me... Comment? Si une semaine après, je n'ai pas le retour, je me plains à son maire. Et si je n'ai pas le retour, je remonte à un niveau. Si les gens ne font pas bien leur travail, il faut poursuivre. Il faut les poursuivre. Il reproche également la lenteur aux demandeurs de cette pièce. La CENA a sorti un programme, le chronogramme de la CENA. Ces pièces ont une validité d'au moins 3 mois. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un a déposé sa pièce depuis un mois, ne l'a pas eu? Pour moi, les élections, les dates sont connues, les échéances sont connues, le chronogramme est connu. On se prend très tôt. Et puis avoir de petits cas. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, pour finir, a trouvé opportun la sortie et la pédagogie du directeur des élections, Boukari Abou Soulé Adam, reçu dans l'entretien de ce dimanche sur la chaîne. Autre actualité à présent, il s'est tenu ce samedi 29 octobre 2022 la deuxième réunion de cabinet des Lions Club International. Le point des tâches exécutées lors des premiers mois d'exercice a été dévoilé en présence de plusieurs membres du club. Le compte rendu de cette activité dans cet élément. Les Lions, les clubs ont besoin d'accompagnement et ils commencent à se poser un problème générationnel dans les clubs. Les anciens doivent le savoir et faire le maximum pour que le passage transgénérationnel se fasse en douceur. Après 3 mois d'exercice, l'heure est au bilan. C'est donc pour faire le point que cette deuxième réunion de cabinet a été organisée. Différentes activités ont été menées par le gouverneur depuis le début de son mandat et 2 principaux constats ont été faits dans les clubs. Échange avec les Lions du district à travers une visioconférence le 4 août 2022, réunion de concertation avec les présidents et ou les membres de plusieurs commissions, rencontres régulières voire quasi permanentes avec la SMA AGE. Nous n'oublions pas non plus la mise en place de la commission devant rendre effectives les résolutions des 2e congrès, à savoir la mise en place de la fondation et celle de l'académie. Très peu de clubs respectent l'orthodoxie financière en matière de gestion financière. La plupart des clubs visités durant cette période n'ont soit pas de compte bancaire ou alors les comptes fonctionnement et œuvres sont confondus. Cette grave anomalie a été retrouvée dans plus de 75% des clubs visités. Le second constat qui découle de la méconnaissance des fondamentaux est relatif à la gestion administrative des clubs et à la quasi-inexistence de la commission effective et assiduité. À la fin de sa présentation, Philippe Emmanuel Johnson a fait un bref résumé des tâches qui ont été effectuées par chaque membre au cours de cet atelier. De façon succincte, les différentes commissions, les présidents de zones ont fait leur rapport d'étape. Ils avaient un plan d'action. Donc chacun a pu voir où est-ce qu'il en est de son plan d'action. Je ne dirais pas que les voyants sont au rouge, non, pas du tout. Nous sommes à une très bonne progression au niveau de l'effectif. Et il y a beaucoup de membres qui vont nous rejoindre très bientôt. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour nous au niveau de l'effectif. Au niveau de la création de nouveaux clubs aussi, c'est en très bonne voie. Mais c'est surtout le service, parce que nous sommes là pour servir. Et là, il y a beaucoup d'activités de service. Donc, vous devez voir tout ce qui se fait au niveau du pays par les clubs Lyon. Donc, nous sommes confiants que nous ferons encore mieux, qu'à la prochaine réunion au mois de janvier, quand on refera le point, nous verrons que nous avons fait quand même un bon, je dirais un bon qualitatif. Parce que tout va très bien.
Rappelons que le gouverneur du district 403A4 du Lions Club International a été élu à la faveur d'un vote le 30 avril 2022. La prochaine réunion est prévue pour janvier 2023. La chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi a organisé ce vendredi 28 octobre 2022 sa 23e session régionale de formation en droits humains. Étudiants, juristes, organisations de la société civile et bien d'autres spécialistes ont répondu présents à ce rendez-vous de donner et de recevoir. Le point dans ce public reportage signé d'Éric Olaogun. C'est la salle polyvalente de la chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi qui a abrité la formation portant sur le thème « Mouvement associatif et défense de l'état de droit en période de crise ». Dans ses mots de bienvenue, le titulaire de cette entité a rappelé les raisons qui motivent le choix de ce thème. Nous avons voulu former ceux et celles qui, au risque de leur vie, ont toujours eu à cœur de défendre l'état de droit. Sur notre continent en particulier, où tout est à refaire, où la quête de l'état de droit est d'une actualité qui rivalise avec sa permanence. Et il faut être constamment en veille perpétuelle pour que cela se réalise. Et cela est doublé encore davantage par les situations de crise qui sont récurrentes sur notre continent. De sorte qu'en pareilles circonstances, il est finalement difficile de trouver les voies et moyens pour continuer à défendre cet idéal qu'est l'état de droit. Vous le savez avec nous et vous l'imaginez bien qu'en période de crise où les libertés publiques sont suspendues, il est alors difficile de trouver les moyens nécessaires pour continuer à assurer la défense harmonieuse de l'état de droit. Cela a motivé la chaire UNESCO cette année pour suggérer aux différents formateurs de nous aider à identifier les alternatives à la mobilisation de rue, les alternatives aux techniques classiques de lutte pour la défense de l'état de droit. Bref, tout ce qu'on peut faire d'autre que de se réunir forcément dans la rue pour la défense de l'état de droit. La leçon inaugurale a porté la signature du secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Quel état de droit en période de crise? C'est l'interrogation sur laquelle Gilles Badé a basé sa communication. En cas de survenance de crise, il prévoit généralement, pour ne pas disparaître, une suspension des droits proclamés et une modification de la répartition initiale des pouvoirs. La suspension des droits est une situation assez dangereuse pour l'état de droit, qui pourtant l'organise. Elle est en effet plus forte que la restriction, qui est la forme classique de limitation des droits dans un état de droit. Mais heureusement, elle ne va pas jusqu'à la suppression. La suspension va plus loin que la restriction, mais la suspension ne va pas jusqu'à la suppression. Premièrement, la suspension est plus forte que la restriction. Les droits de l'homme prévus dans les conventions internationales n'ont pas une portée absolue. Et il ne faut pas être super lettré pour se rendre compte que quand j'exerce mes droits, si je veux les exercer de façon absolue, l'autre n'aura pas l'occasion d'exercer ses propres droits. Il est donc tout à fait naturel de chercher à limiter les droits. Venus nombreux pour bénéficier de cette formation, étudiants, juristes, organisations de la société civile et autres sont repartis avec de nouvelles connaissances sur les manifestations revendicatives, les mobilisations alternatives à la rue en période de limitation des libertés publiques et les techniques de défense de l'état de droit en ces périodes. La plupart des communications qui sont déjà passées nous permettent d'être aguerris face aux exigences dérogatoires que les autorités seront en mesure de prendre pour encadrer toutes les fois où il y aura crise. Dans un état de droit, il y a le respect et la protection des libertés publiques. Mais il peut arriver, en cas de crise, ces libertés soient restreintes pour sécuriser l'État, le pouvoir d'État. Et même dans ce cas, le même et seul état de droit a prévu les mécanismes, les conditions de ces restrictions. Même si on doit mettre ces libertés en veilleuse, la dérogation doit obéir quand même à certaines règles. Auquel cas, on peut saisir le juge constitutionnel. Par rapport
à l'efficacité des manifestations revendicatives, il faut quand même que les acteurs, ceux qu'on mette devant, soient de bonne moralité ou qu'elles soient représentatives. Mais les retombées d'abord, c'est la paix. Les différents points déroulés laisseront place à un rapport. Le dit document sera vulgarisé pour outiller toutes les couches de la société pour un état de droit au service du développement. Cérémonie d'admission à la retraite de Dr Djidjoro Clément Godonou en fonction au service de Roro Terminal. C'était à Cotonou au cours d'un dîner qui a réuni amis, parents, collègues et collaborateurs. Suivons ensemble les moments forts de cette soirée. Tu viens tout juste de faire le bilan d'une vie de travail d'artisan. Une soirée organisée pour célébrer le départ à la retraite de Djidjoro Clément Godonou. Précédemment en fonction au service de Roro Terminal Bénin, il a été lauréat de la distinction Oscar du Bénin gagnant en décembre 2018. Le nouveau retraité est docteur en transport et échanges commerciaux, spécialité secteur maritime et activités portuaires. Ayant connu des débuts difficiles, il a fait son bonhomme de chemin de par sa patience, son endurance et son pragmatisme. Ses premières expériences professionnelles ont été possibles grâce à l'entreprise Grimaldi Bénin. Lorsque je sais que j'ai fait mes tout premiers pas au port en 1983, je venais là faire mes jobs de vacances. Mais je suis revenu au port d'une manière continue en 1991. Et depuis 1994, j'ai connu le groupe Grimaldi qui m'a adopté. Ça fait 28 ans que je travaille avec le groupe. Malgré ses nombreuses années de service, les différents liens nourris entre ses collaborateurs et lui sont restés intacts. Je vais saisir l'occasion pour demander à tous ceux qui sont ici ce soir de transmettre mes salutations, mes remerciements au commandant Vittorio Rousseau. Je dois remercier M. Bernard Schott. Je dois remercier Jeff Van Despeck, qui a été le tout premier représentant de Grimaldi à Cotonou, qui, lorsqu'il a été affecté de Cotonou en 2000, a pu dire au groupe, vous n'avez plus besoin d'un expatrié à mon poste de super cargo, mettez Clément là. Il a par ailleurs invité la jeune génération à plus d'ardeur dans le travail. C'est vrai qu'en dehors des défis que nous autres nous avons relevés, il y a d'autres défis aujourd'hui que vous devez relever. Et je suis confiant que vous avez les capacités de le faire. J'ai dit vous avez les capacités. Engagez-vous réellement. À cette soirée, parents, amis, collègues et collaborateurs se sont retrouvés dans une ambiance festive. Ils partagent ensemble cette joie avec Clément Godonou. Je sais que d'une façon ou de l'autre, on sera en contact, ça c'est sûr. Toute chose que tu peux demander à un employé, Clément, si c'était le jour, la nuit, au tout moment, il t'a jamais déçu. Nous avons beaucoup appris de lui, il nous a formés. J'ai découvert toute la dimension de l'homme. S'il a pu faire tout ce qu'il a fait là, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il s'est donné les moyens pour le faire. Né à Porto Novo le 25 novembre 1962, Djidjoro Clément Godonou est marié et père de 4 enfants. Il a été vice-président de l'association des consignataires et agents maritimes, mais aussi vice-président de l'association pour la promotion du port autonome de Cotonou. La retraite va te plaire, ça c'est une évidence. Oh oui. Un dernier élément dans cette édition. Clôture ce samedi 29 octobre 2022 du Consommons Local Tour. L'initiative, qui est à sa 2e édition, vise à promouvoir le Made in Benin et à valoriser les potentialités que regorge notre pays. C'était au détour d'une soirée de gala qui a connu la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de l'Industrie et du Commerce. Reportage Émeric Okupeli, Prudence Koussouron. Des instants inédits qu'enregistre ce téléphone portable pour immortaliser cette soirée consacrée au consommant local. Un dîner de gala riche en couleurs, avec des invités d'honneur pour célébrer les diverses potentialités locales
Et pour clore le mois du consommant local, c'est le consommant local Tours qui a sa deuxième édition avec une touche particulière. Cette deuxième édition a été faite de façon folle, si je dois le dire ainsi. On a préféré ne pas faire que le tour. On a voulu revisiter l'art, la créativité, la culture africaine. C'est d'ailleurs ce qui justifie ce rendez-vous culturel que vous avez l'opportunité de découvrir avec un parterre d'animation et de belles choses que nous avons concoctées pour marquer l'esprit de tous les Béninois. Notre objectif à travers cette édition, c'est que les gens nous entendent et qu'ils comprennent que le Bénin, c'est chacun de nous et qu'on doit se lever, qu'on doit produire, qu'on doit aimer le Bénin en consommant les produits made in Bénin. Consommer les produits made in Bénin, cela s'est matérialisé au détour de cette soirée, d'abord à travers le dress code, le pain tissé porté par la majorité des invités. Le consommant local était aussi présent dans les assiettes. Le menu concocté pour la circonstance est 100% made in Bénin. Et tout ceci agrémenté par des prestations artistiques locales. C'est la preuve que les Béninois ont conscience désormais que c'est leur chose, que le local, ça nous concerne tous et qu'on ne devrait pas attendre que octobre pour aimer son pays, pour accepter qu'on est enfin prêt à nous relever. Aux côtés de la promotrice de cet événement, un partenaire de taille, les deux ont pour but commun de promouvoir le consommant local. Comme d'habitude, comme Documito aime bien tout ce qui est lié à la promotion et la valorisation du Made in Bénin, c'est avec plaisir que nous étions à ses côtés ce soir, une fois de plus, pour montrer tout ce que le Bénin a de beau, que ce soit sur le plan culturel, entrepreneurial. Nous sommes dans le mois du consommant local et nous voulons vraiment montrer tout ce que nous avons comme richesse et talents cachés. Une partenaire, mais aussi une invitée spéciale qui rehausse l'éclat de cette soirée. Nous finissons le mois d'octobre par un dîner, mais j'espère que dans vos assiettes au quotidien, ça sera le consommant local, puisque nous avons choisi que ça sera maintenant toute l'année et que le mois d'octobre sera le mois pour célébrer, je pense, les meilleurs goûts de l'année. Le clou de ce dîner de gala, c'est ce défilé de mode spécial imposé par le consommant local. Nous les jeunes femmes, nous les jeunes entrepreneurs, nous nous battons au quotidien. Nous avons besoin qu'on nous accompagne, qu'on nous soutienne. Nous avons de belles idées, nous sommes motivés, engagés, déterminés. Nous avons envie de nous lever, de porter le Bénin. Le Bénin révélé, c'est nous tous et nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous n'attendons que vous. Aidez-nous, accompagnez-nous, soutenez-nous. Les producteurs locaux en ont véritablement besoin. Le consommant local Tour édition 2 prend fin ici. En attendant la 3e édition qui s'annonce avec faste, cette inscription sur les tables sonne comme une exhortation. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin tout simplement. ETélé avec vous, pour vous.